Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Vue du Banc. Bonsoir le chat pour ce nouveau V-Débrief. On est ensemble avec Christophe pour débriefer la victoire de l'équipe de France 2-0 face à la Finlande. D'abord, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que c'est fluide et qu'on va pouvoir débattre tranquillement de ce qu'il s'est passé ce soir à Lyon dans une belle ambiance au Groupama Stadium avec le retour de Benzema, avec un nouveau système pour l'équipe de France, avec la renaissance peut-être de Griezmann. Vous voyez le score indiqué au-dessus de nous. La victoire 2-0 donc de l'équipe de France. Salut tout le monde, merci donc d'être avec nous. Et comme d'habitude, on vous a préparé des captures d'écran, les compos, etc. pour analyser ça de manière tactique aussi, entrer en profondeur sur ce qui s'est passé très concrètement ce soir. Mais pour commencer, Christophe, déjà bonsoir. Je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir, mais rebonsoir. Bonsoir, ce sont mes premiers mots ce soir. Tout à fait. Et quelle est ta première impression après cette victoire de l'équipe de France 2-0 face à la Finlande? Impression un peu difficile à exprimer, j'allais dire mitigée. Je sais pas si mitigé est le terme. Je sais pas comment prendre le truc. C'est-à-dire si je prends le allez, je sais pas, c'est difficile toujours de calculer les minutes et en gros la dernière heure, encore que, on va dire après le but de Griezmann, on va Mhm. dire jusqu'à, je sais pas, la 75e, parce que la fin de match, je la trouve un petit peu anecdotique. Je trouve la France, vraiment bien, bon, de toute façon, moi, déjà, de base, le système, là, en 3-4, 1-2, c'est quand même plutôt pour ça que je militais déjà avant l'Euro, vu les profils au sein de cette équipe, etc. Donc, c'est pas parce que ça a été animé n'importe comment contre la Suisse que je disqualifiais le système. Moi, je suis quand même content de le revoir. Donc, en tout cas, si donc je prends cette partie-là à partir de la 25e, je trouve que la France est vraiment intéressante, qu'il y a tout ce que moi j'aime dans ce système, la capacité à combiner Griezmann dans une position de 10. En plus, bon, avec Benzema et tout, on voit que ça se trouve bien et que je suis pas ultra fan de Martial, mais dans ce système-là, pareil, je trouve sa présence assez intéressante. Maintenant, les 20 premières minutes me posent d'énormes soucis parce que je les trouve pas mieux maîtrisées sans ballon, puisqu'il y a quand même, je crois que la possession est quasiment à 50-50 à ce moment-là. Il y a un moment où Je la trouve Finlande cette domine à partie-là, 54%, en effet, un petit peu avant la 20e, je crois que c'est vers la 17-18e, où il y a notamment, c'est vrai, un gros quart d'heure complètement avant le but de Griezmann, où la Finlande vraiment a privé l'équipe de France de ballon. Ouais. c'est ça. Et pour moi, cette partie-là est pas, alors elle est pas énorme, hein, mais elle est pas mieux maîtrisée que face à la Suisse. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la France reprend le dessus? Et ça, tu vas peut-être me donner la réponse. Sur une adaptation, ou alors est-ce que la Finlande est simplement très limitée et que c'est une équipe plutôt défensive et qui n'est pas en mesure de tenir sur la durée? Mais en tout cas, quand je vois ce début de match, je me dis oui, le système est absolument pas viable, tu sais pas du tout comment récupérer les ballons, il y a des trous partout. Donc je sais pas trop, je sais pas trop si je dois plutôt me fier aux 60 minutes ou un peu moins, où tu avais le ballon, où tu étais très bon, mais où tu avais le ballon, ou à celle où tu n'avais pas le ballon et où c'était quand même très compliqué. J'ai pas vu là-dessus d'amélioration. Hmm. On va entrer dans le détail donc, de ce qui s'est passé sur le terrain ce soir au Groupama Stadium. On va commencer par les compos tout de suite entre l'équipe de France et la Finlande et donc ce changement de système. Vous voyez, on est passé tout en haut, en tout petit, mais on voit toujours aussi bien Christophe, ça marche très bien. Le 3-4-3, 3-4-1-2 plutôt même du côté de l'équipe de France, avec Lloris dans les buts, Zouma, Varane et Kimpembe en défense centrale, Dubois et Théo Hernandez pour sa première dans les couloirs en tant que piston dans cette animation française, Pogba et Rabiot dans l'entrejeu, Griezmann en soutien de Benzema et Martial. Et puis en face, du côté finlandais, on avait un 3-5-2 avec Radetzky dans les buts, Väisänen, Arajuri et O'Shaughnessy en défense, Uronen et Allo dans les couloirs, Nisila, Schuler et Kamara au milieu de terrain. Derrière un duo, Palo, Pukki. Christophe, quand tu as vu cette composition d'équipe, quelle a été ta réaction? Est-ce que tu as été surpris de ce schéma choisi par Didier Deschamps ce soir? Bah, en fait, un peu surpris dans la mesure où tu alignes Dubois, en fait. Alors, il y a pas que ça, hein, j'avoue que les 3 centraux, même si Zouma est capable quand même de faire des passes vers l'avant et qu'il a fait des matchs avec Chelsea, qui jouait, dans ce système à 3 derrière où il était quand même amené, encore une fois, tu un peu obligé avec Tourelle à prendre quelques responsabilités à la relance. Rabiot, Pogba dans un système comme ça, pas fan de Rabiot, j'aurais un Rabiot de Chouam un Pogba de Chouameni me semble parfait. Là, j'avais deux trois petits doutes. Hernandez, pour moi, c'était parfait. Varane, Kimpembe, je préfère quand le troisième c'est Koundé, là, c'est pas possible. Mais voilà, donc petit doute en gros sur est-ce que t'as pas juste un vrai relanceur sur les trois au lieu de deux, ce qui est quand même a priori le mieux, et donc ce piston droit du bois qui me posait souci. En gros, encore une fois, le système, moi je suis client
dans la plupart des contextes, donc c'est pas parce que c'est l'équipe de France et Deschamps que je vais subitement le détester. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré un profil un peu plus, en tout cas dans l'absolu, un profil un peu plus joueur que Zouma, Rabiot à voir et pas Dubois couloir droit, plutôt Hmm. Mukiele. Maintenant, le Martial, Griezmann, Benzema, ça j'aime bien. Je suis très critique sur Griezmann depuis 2 ans. Maintenant, dans cette position-là, c'est quand même autre chose que quand il doit à moitié s'exiler, défendre un couloir et qui joue comme Dirk Kuyt jouait à la fin de sa carrière, quoi. Ouais. On va entrer dans le détail dans quelques instants sur pourquoi ça a aussi bien fonctionné ce trio Benzema, Griezmann, Martial, avec beaucoup de combinaisons quand ils étaient très proches. Et nous, on se souvient de cet enchaînement fou un petit peu avant l'heure de jeu, pas concrétisé malheureusement pour eux. On va commencer tout de même d'abord par avoir un aperçu un peu plus général de l'animation offensive de l'équipe de France, qu'est-ce que ça a donné concrètement dans le rapport de force stratégique face à la Finlande. Et on va dessiner la composition ensemble. Hop, en restant sur cette image, c'est bien. On a une image donc où on voit le 3-4-1-2. On devine Dubois qui est hors écran ici, qui donne la largeur à droite. On a Zouma, Varane et Kimpembe en défense centrale. Le trio, ça crée un 3 contre 2 sur la première, par rapport à la première ligne finlandaise que l'on peut dessiner. On a ce duo Pogba et Rabiot qui peut être pris de manière assez facile, on va dire, par les deux relayeurs finlandais, avec en plus la sentinelle. On a vu les 3 milieux finlandais assez proches aussi, parce qu'il fallait aussi gérer dans leur dos, évidemment, Antoine Griezmann, que l'on va entourer ici, qui se baladait tout le temps entre les lignes pour essayer de trouver des espaces. Et puis, avec cette proximité justement de Griezmann, en soutien de Benzema et de Martial. Et puis des latéraux, des pistons assez hauts. On voit ici Théo Hernandez très haut couloir gauche pour étirer au mieux, en tout cas, cette ligne défensive de 5 du côté de la Finlande. Si on passe à une image suivante encore plus large, on revoit encore ce 3-4-1-2 qui parfois devenait un 3-4-3 parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, Christophe, avec les 3 de devant. On peut commencer peut-être par la question à la base du jeu finalement. Est-ce que l'équipe de France avait les centraux ce soir avec Zouma et Kimpembe autour de Varane pour animer au mieux ce 3-4-3? Comment tu as trouvé cette animation au moins en début de match? Est-ce que tu as trouvé que c'était optimal? Je vais quand même te laisser répondre aussi, parce que là, tu me lances beaucoup en tant qu'animateur, mais tu donnes pas trop ton avis. Euh, j'ai trouvé ça correct sans plus, mais encore une fois, j'ai du mal à estimer ce qui est. En gros, t'es pas vraiment testé quoi, par Ouais. cette équipe de Finlande qui avait quand même des principes avec ballon, qui faisait de la pure remise, qui avait des vraies combinaisons. Là-dessus, c'était pas l'équipe qui garde le bus, qui balance loin devant. Maintenant, en fait, je trouve qu'ils ont quand même su attaquer parfois les espaces laissés par la Finlande. Mais encore une fois, là, le bloc sur cette image-là, par exemple, il est tellement bas que j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun mérite à avancer quand, Ouais. genre là, sur l'image, Zuma n'a personne à 30 mètres de Ouais. lui, quoi. Mais justement, la question, c'était parce qu'on a vu souvent, justement, en effet, Zouma attaquer cet espace devant lui balle au pied, ou en tout cas se retrouver dans une position avancée. Est-ce que, alors Koundé était suspendu, mais est-ce que Zouma est vraiment le défenseur central qu'on a envie de voir dans ces zones-là, et en tout cas capable d'exploiter ces différences ou de les créer en venant fixer dans le camp adverse en profitant du 3 contre 2 sur la première relance? Parce que c'est un petit peu la base aussi qui va créer des réactions en chaîne ensuite. C'est-à-dire que si Zouma vient ici, ça vient créer du dilemme pour les milieux de terrain axiaux finlandais. Il y a Griezmann qui peut éventuellement se libérer, ça crée du dilemme aussi un cran plus haut. Donc il y a vraiment cette possibilité dans ce système de générer des supériorités si les centraux prennent ce risque-là. Est-ce que l'équipe de France, et puis dans la philosophie de Didier Deschamps, est dans cette optique-là? Bah, en fait, si t'as un Zouma qui monte, autant mettre Koundé. Enfin, tu vois, si tu veux faire, bon, de toute façon, c'est pas ce système-là, mais le truc classique du central axe droit qui passe au latéral droit ou central axe gauche qui passe au latéral gauche, et faire comme ça des circulations sans aucun sens. Mettre Zouma, c'est pas gênant, et si tu mets par exemple un Koundé, tu le brides. Là, c'est un peu le truc inverse, c'est-à-dire que Zouma peut le faire. Maintenant, bon, je reviens sur Koundé, elles Ouais. sont rouges, etc. Donc, c'est un truc un peu dans l'absolu. Mais c'est vrai que je vais pas dire que c'est à contre-emploi. Mais du coup, si c'est ça que tu demandes à ton central excentré, tu peux potentiellement trouver mieux. Et Zouma, même si on va pas le caricaturer non plus, il est plus intéressant pour défendre sa surface que pour aller animer une attaque. Hmm. C'est-à-dire qu'il le fait, il progresse, il n'y a pas de souci. Mais s'il le faisait vraiment au top niveau, il serait resté à Chelsea, par exemple. Ouais, c'est sûr. Donc je suis un peu. Ça fait partie des questionnements que j'ai, mais je sais pas toi, même sur certains choix de Didier Deschamps, finalement, rien que le fait de maintenir Koundé latéral, par exemple, je vois pas ce que ça peut lui apporter, par exemple, sauf à dire. Je suis désolé, je parle beaucoup de Koundé, après je vais arrêter. Sauf à vouloir On a faire été une contaminé par filiation Florent. avec Thuram ou avec Pavard sur ces centraux qui ont décalé à droite. Mais je veux dire, si tu prends le corollaire, enfin, ce truc un peu inversé, pourquoi est-ce que tu maintiens Thuram
Dans ce système-là, tu as limite le Langlais, alors l'Anglais était totalement dans le trou, il avait rien à faire à l'Euro, mais limite le Langlais face à la Suisse, tu pouvais comprendre, parce que même sur ce match-là, il fait relativement bien avancer le jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors que je me suis embrouillé en revenant sur les captures d'écran. Et c'est vrai qu'on pose aussi la question dans le chat. On a vu une bonne séquence de pressing de la Finlande vers la 20e minute, qui a récupéré un ballon haut en gênant la défense française. Est-ce qu'ils avaient vraiment les moyens de venir presser? On peut imaginer, par exemple, face au 3 contre 2, par exemple, on peut imaginer le relayeur droit qui sortirait ici sur Kimpembe. Dans ces cas-là, en effet, tout le bloc avance. Et après, ça laisse des espaces quand même dans le dos. Est-ce qu'ils avaient les moyens vraiment de venir embêter l'équipe de France sur la relance, la Finlande, ce soir? Je pense pas, et je vais te relancer la question parce que Ouais. ça fait déjà 2 fois Oui, que mais je te on dis s'entend que bien. tu vas participer aussi et Oui, oui. Bah, tu alors, ne participes pas, tu continues à me relancer. je pense Est-ce que la que, réponse est non. Julien, je pense que la Finlande, mais tu as peut-être vu la Finlande plus souvent que moi, mais j'ai même pas l'impression d'avoir Non. souvent vu la Finlande presser, hormis sur quelques séquences, mais vraiment pour surprendre. Je crois que c'est face à la Russie à l'Euro où ils Ouais. s'amènent le but qui est refusé pour hors-jeu de Poyampalo, je crois, sur une séquence de pressing, mais genre ils en font 2-3 pour te surprendre, mais sinon leur vocation est d'avoir Hmm. un bloc plutôt bas quand même. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, je pense qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Et après, l'équipe de France aussi a, sans forcément toujours réussir à progresser, bien exploité la largeur pour au moins s'extraire un petit peu de cette zone axiale où si on dessine même encore un peu plus, ça crée une sorte de... C'est quoi, c'est un pentagone avec 5 joueurs comme ça, avec 5 éléments. Ça fait penser un petit peu à la manière dont défendait le Wolverhampton Ouais. de Nuno Espirito Santo, très dense dans l'axe et forcer les jeux sur les côtés et ensuite venir enfermer avec les milieux axiaux qui coulissent, les attaquants qui viennent aussi fermer côté ballon. Enfin, ça pouvait avoir cet aspect-là de forcer l'équipe de France vers l'extérieur. Et justement, ça va nous amener vers la thématique principale offensivement. On va commencer même d'ailleurs avec le premier but. C'est ce qui a débloqué la situation pour l'équipe de France, qui illustre, Christophe, la relation technique, l'entente, la complicité entre Benzema et Griezmann. On a vu sur les premières captures d'écran qu'ils ont beaucoup bougé, ils ont beaucoup permuté, ils n'étaient pas figés dans l'animation, il y avait beaucoup de liberté. C'est souvent ce que Didier Deschamps répète, il laisse beaucoup de liberté de déplacement à ses offensifs. Ces trois-là, quand ils sont proches, évidemment, ils ont la qualité technique pour combiner. Et le but de l'ouverture de score est venu d'un Martial excentré à gauche qui trouve un Benzema qui s'est rendu disponible à l'intérieur, qui remet en une touche pour Griezmann, qui s'est projeté aussi sans ballon. Alors il y a un poil de réussite, mais aussi l'habileté de Griezmann pour contrôler du droit pour s'emmener et pour finir de l'extérieur du pied. Si on regarde encore un peu plus loin, ça a été vraiment un peu une thématique constante de cette première mi-temps notamment, et aussi plus largement du match. 40e minute ici, avec en plus Pogba, quand Pogba s'y associe, pardon, ça donne des beaux mouvements, et on voit qu'il y a eu vraiment cette proximité qui était très recherchée, et qui est le fruit du système, là, Christophe, et c'est intéressant parce qu'on avait pointé du doigt le déséquilibre de l'équipe de France contre l'Ukraine. En première mi-temps, ça penchait à gauche beaucoup, avec 6-7 joueurs parfois couloir gauche et Dubois complètement isolé à l'opposé. Là, on sent qu'il y a eu cette proximité entre les offensives dans différentes zones qui leur ont permis de bien combiner malgré la densité adverse. Parce que là, sur cette situation qu'on a à l'écran, il y a quand même pas mal de Finlandais qui sont assez proches, mais il y a la qualité technique entre Pogba, Griezmann, Benzema et Martial pour combiner dans les petits espaces et vite créer des décalages. Oui. Déjà, on remercie Papy Gomis qui s'est abonné avec Prime. Merci Papy Oui, en Gomis. fait, ce qui là est intéressant, c'est que finalement, tu avais parfois des proximités sur le match précédent face à l'Ukraine, mais c'était des proximités qui déjà étaient, en gros, parfois le couloir de jeu était un peu, genre ils étaient tous quelque part entre demi-espace gauche et couloir vraiment dans la ligne de touche à gauche. Mais c'est-à-dire que tu n'avais pas cette possibilité de faire des triangles hautes, quoi. C'était étagé, mais voilà, c'était un peu tout le monde sur la même ligne, tout le monde sur le même couloir de jeu. Donc déjà, là-dessus, c'était pas forcément pertinent. C'est-à-dire que, ok, tu peux trouver quelqu'un pas très loin, tu peux facilement presser à la perte, mais au final, quelle construction tu fais? Ouais. Et deuxièmement, c'était quand même assez loin du but, vachement excentré. C'est-à-dire que même si tu arrivais à combiner, qu'est-ce qui se passait? Au mieux, tu trouves un espace, mais tu te retrouvais en gros à l'angle de la surface, position Thierry Henry, quoi. Alors que là, tu as réussi à avoir ces combinaisons. Donc sur l'image précédente que tu montres sur le but, où tu es en gros entrée de surface, et sur cette combinaison-là, par exemple, J'ai essayé tu es de un petit montrer peu plus plus ou bas que moins avec les autour des flèches et 30 les chiffres mètres. pour bien comprendre. En effet, c'est Pogba qui donne à Griezmann, qui donne à Benzema, qui remet à Griezmann, qui remet à Martial. Enfin, il y a ces combinaisons proches pour ensuite ça finit sur un décalage sur Dubois pour un centre. Ouais. Et puis, enfin voilà, encore une fois, là, on est loin du but, mais finalement, la défense, c'est pas non plus assise sur sa surface. Donc au final, Benzema, Martial sont limite collés. Enfin, voilà, ils ont un petit peu d'espace, mais ils sont proches des centraux, comme tu étais proche des centraux sur l'action du but.
Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées l'espace là, finalement, tu peux avoir un espace à attaquer dans le dos du défenseur. C'est juste que tu auras 2 touches de balle, à faire en plus par rapport à l'action du but. Mais dans tous les cas, là, je trouve le positionnement intéressant et Mhm. puis ça règle quand même le souci, qu'on avait vu sur le match précédent de, finalement, ça t'offre quoi à part, renverser sur du voie seul à l'opposé? Ouais. Là, t'as pas une question de renversement, de mec seul, c'est Et juste, encore, il pourrait, parce heu qu'à l'opposé, on voit qu'il y a Théo oui, tu Hernandez qui est pourrais, très oui. haut. Ça aussi, c'est ce que les pistons permettent finalement dans ce système-là. On voit Dubois et Théo Hernandez très haut, qui sont plutôt justement en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on va créer du décalage à l'intérieur avec ces combinaisons, avec ces 4 joueurs très proches, réussir à aspirer aussi des adversaires. Et puis ensuite, une fois qu'on a créé la différence et qu'on a franchi les milieux de terrain, et on a Dubois et Théo éventuellement à aller chercher sur la largeur pour eux donner la dernière passe. En plus, là, ce qui est bien, c'est que, au lieu d'avoir le truc, Griezmann axe et Pogba axe gauche, bon, c'est une action, hein, mais tu as Griezmann, axe droit, Pogba axe et donc du coup, tu surcharges un peu plus côté droit, ce qui fait que le renversement opposé, il est sur Théo Hernandez. Rien Mhm. contre Dubois, mais ses caractéristiques sont pas, celles d'exploiter les décalages. Là, je suis content parce que même si c'est pas du tout une nouveauté, hein, je veux dire, Théo Hernandez, il était en Liga sa première saison où il est prêté, je crois, à l'Aves, où il fait finale de Coupe d'Espagne, c'est limite le meilleur joueur de l'équipe et c'est l'un des seuls à attaquer alors qu'il est latéral gauche. Et il a mis plusieurs fois la misère à quelques équipes de Liga et c'était je sais pas, il y a 5 ans. Donc on sait qu'il peut aller très vite, qu'il est très offensif. C'était avant son transfert au Real à l'époque. Mais là, c'est bien qu'il puisse le montrer, à cet échelon-là, à la fois pour, les gens qui ne regardent pas forcément Mhm. l'équipe de France, ça leur permet de voir qui est Théo Hernandez, bon, surtout pour le sélectionneur qui se base quand même beaucoup sur les performances, soit en Europe, et Théo Hernandez n'a jamais joué la Ligue des Champions quasiment, peut-être fait un ou deux matchs Mhm. avec le Real. Peut-être, ouais. Mais donc soit sur ça, soit sur la scène internationale, et de rien que de pouvoir montrer ça. Ouais. J'avoue que c'est vrai que je trouve que les qualités de centre de Digne sont parfois sous-estimées, et que ce côté, pas forcément besoin de déborder pour centrer face à des blocs bas, si tu as la tête de Giroud, enfin voilà, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais là, ça t'apporte quand même une diversité où tu te rends compte que Hernandez, même face à un bloc relativement bas, peut être efficace, même si Mhm. évidemment je le vois toujours plus en transition, sur contre de touche adverse ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que là-dessus, ne serait-ce que d'avoir un des deux latéraux qui est vraiment très rapide, ça te permet quand même de poser quelques dilemmes à l'adversaire. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on demandait aussi, Tony Vérel qui demandait est-ce qu'il n'y a pas mieux que Dubois pour être en bout de chaîne justement très haut comme ça, couloir droit. Alors, on peut imaginer deux options, celle qu'on avait mentionnée après le Ukraine-France, de mettre Coman dans ce rôle-là, mais ça impliquerait de trouver un autre équilibre défensif, peut-être faire défendre Zouma arrière droit. Mais ça peut être un rôle aussi intéressant pour Koundé, ça, de défendre arrière droit et d'être troisième central en possession. Et dans ces cas-là, Coman seul sur la largeur, en un contre un comme ça, il pourrait être dévastateur. Soit, c'est la solution, c'est peut-être celui qui est entré en seconde période, c'est Mukiele, qui a montré en plus voilà, des choses intéressantes aussi, j'ai trouvé dans son envie. Est-ce que tu penses qu'à terme, si ce système est amené à se reproduire, on peut envisager voir Mukiele, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds? Didier Deschamps a mis un petit peu de temps à lui faire confiance. Est-ce qu'on peut l'imaginer d'ici la Coupe du Monde peut-être passer devant Dubois dans la hiérarchie? En fait, bon, évidemment, on n'est pas dans la tête du sélectionneur et il y a certains raisonnements, je ne vais pas dire qu'ils nous échappent, mais c'est-à-dire que parfois c'est pas suffisamment limpide pour que tu te dises, ok, il faut cocher telle et telle case. Je veux dire, rien que par exemple le fait de rappeler Benzema, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il rappelle Benzema subitement? Ouais. Ça, ce sont des choses qu'on maîtrise pas. Et c'est vrai que sur Mukiele, par exemple, alors il aurait pu être d'un rassemblement là, à l'époque où c'était Aguilar qui avait été pris, il était blessé. Qu'est-ce que Mukiele peut faire de plus à part confirmer cette saison ce qu'il a fait les précédentes? Parce que lui a joué quand même, s'est retrouvé dans un dernier carré de Ligue des Champions, ou quart. Bref, je crois que c'était demi-finale avec Leipzig. Enfin bon, Oui, bref, bah oui, contre, cette Paris, ouais. expérience. Il a cette expérience, ouais, je sais plus s'il avait joué Il me tous les semble, si, matchs. si. Enfin, bref. Ah oui. Mais voilà, il a cette expérience de jouer des matchs de très haut niveau. Il a même marqué des buts importants en Ligue des Champions. Je m'en souviens d'un l'an dernier où il déboule au second poteau. Je crois que c'est dans le match où Aïdara marque. Enfin bref, il a quand même cette expérience-là. Donc, est-ce qu'il peut encore passer un cap pour vraiment taper complètement dans le luxe sélectionneur? Je ne vais pas dire qu'il ne peut pas s'améliorer, mais il me semble déjà être à un niveau suffisamment haut, en étant suffisamment régulier, pour avoir, pour moi, plus mérité sa chance que Hmm. Dubois. Donc, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire De plus pour encore d'ici là, ouais. devenir ultra légitime. Comme Koundé, hein, Ouais, après Koundé, ça serait pour jouer à son poste, hein. ouais, on espère. Mais Koundé à Séville, je renvoie les gens qui sont abonnés à l'équipe vers l'article qu'avait écrit Raphaël à l'époque, où Koundé a parfois des zones d'action de meneur de jeu, axe, enfin, voilà, demi-espace droit, où il se projette tout le temps, où il a des courses progressives incroyables, des passes dans le dernier tiers, enfin voilà. Dans les centiles, il est dans le top 2% sur quasiment tous les trucs offensifs.
Et tu te dis, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas eu sa chance là-dessus, alors qu'en plus, voilà, il gagne une Coupe d'Europe, etc. Ouais. Donc ça vaut pour ces deux-là, et du coup, ça vaut pour des noms qu'on nous mentionne, Ouais, Klose. à savoir Alors on mentionne aussi Sidibé. Sidibé, ouais, axe droit plutôt, c'est là où il joue avec Monaco Oui, finalement. Il défend couloir droit oui, et en phase offensive, qui il ferait est. ce truc de Koundé là Ouais, que tu évoquais, quoi. ouais, c'est ça. C'est vrai que ça peut être une option. Klose, on peut l'évoquer en piston à la place de Dubois. Là, il y avait une question aussi sur quel logiciel on utilise là pour dessiner. Tout simplement le logiciel paint.net. C'est un paint amélioré qui est très pratique pour dessiner des flèches et donc on capture cette image dans le logiciel via le logiciel OBS pour vous la retransmettre. On peut voir une situation suivante, Christophe, peut-être aussi, ça c'est à l'origine, il me semble, du deuxième but de l'équipe de France. Alors on est encore un petit peu sur la complémentarité Oui, c'est la place de Benzema, Kipembe, ça. Griezmann et Martial. En effet, c'est Kimpembe, on va la dessiner, qui a transmis cette balle à Benzema dans son registre de décrochage évidemment. Et là où Benzema est très fort, c'est que même s'il est entouré ici de deux défenseurs finlandais, en tout cas d'un milieu de terrain et d'un défenseur du central droit qui a logiquement suivi son décrochage, c'est ce qui est censé faire un défenseur central excentré dans une défense à 5. Si on défend à 5 et qu'on ne suit pas les décrochages, on va avoir des soucis parce qu'on est un petit peu moins nombreux dans les deux premières lignes. Et donc là, c'est en effet suivi, mais Benzema qui va réussir à se retourner. Et ensuite, je crois qu'il y a un relais pour Griezmann qui décale Dubois, qui lui remet. Et ensuite, ça conclut en angle fermé. On pouvait se poser des questions d'éventuelle complémentarité entre Benzema et Griezmann parce qu'on peut se dire oui, ils viennent un peu dans les mêmes zones, mais ce qu'on voit, et ça fait un peu penser à ce qu'on peut voir dans des équipes de Guardiola par exemple, où il n'y a pas de vrai neuf non plus, c'est que des joueurs qui ont une intelligence d'interprétation des espaces et une compréhension aussi technique, une entente technique commune, en fait, ils peuvent tout à fait apparaître dans des zones complémentaires et ensuite combiner techniquement pour faire des décalages. C'est pas un souci de se dire Benzema en faux neuf avec Griezmann en dessous de lui, ça pourrait se marcher dessus, quoi. On n'a pas vu ça en tout cas aujourd'hui. Finalement, c'est ce qu'on évoquait, mais qui s'est jamais 100% passé sur l'association avec Mbappé à l'Euro, à savoir de se dire, et encore une fois, là-dessus, c'est pas du tout une critique de Deschamps, ça peut l'être, mais pas dans ce contexte-là, le côté, il laisse une grande marge d'interprétation aux offensives dans le dernier tiers, parce que Guardiola aussi dit, moi je vous donne les clés pour aller jusque dans les 30 mètres adverses. Ensuite, c'est à vous de faire votre truc, et c'est vrai que bon, Didier Deschamps donne un cadre encore plus large et plus lâche, on va dire, les positions sur le terrain où tu peux faire, entre guillemets, ce que tu veux, sont un petit peu plus grandes. Mais c'est vrai qu'on se disait que cette liberté peut se justifier à partir du moment où tu n'as aucun plan de jeu préparé, circuit, le truc que déteste Raphaël là, sur le côté, A va donner à B, qui va donner Ouais. à C. Il n'y a rien qui travaille à l'entraînement, surtout sur des phases internationales où il n'y a quasiment aucun entraînement, pourra te permettre d'avoir la spontanéité de se dire ah bah toi quand tu décroches moi je prends la profondeur que certains joueurs de très haut niveau vont instinctivement trouver. Et ça j'ai l'impression, alors c'est pas forcément parce que Mbappé est pas là, hein. D'ailleurs Mbappé à l'Euro s'il est pas là c'est peut-être encore beaucoup plus compliqué, je dis pas que tu sors pas des poules mais il y a d'autres problèmes qui se seraient posés, mais là en tout cas tu te rends compte que le Benzema Griezmann plus quelqu'un d'autre qui occupe une position axiale, ça se marche pas sur les pieds, il peut y avoir de la complémentarité. Je sais pas ce que tu en penses, encore une fois, j'ai l'impression Ouais. d'être en boucle là-dessus, mais on est beaucoup à le penser. C'est là que tu te dis que si tu rappelles Benzema peut-être un peu plus tôt, peut-être que du coup cette entente avec Griezmann, elle est testée dans d'autres contextes et peut-être on va dire qu'elle est plus prête à l'Euro plutôt que d'avoir une version bêta et un truc un peu travaillé en urgence sur les 3 matchs de prépa juste avant l'Euro, quoi. Ouais. Alors ils avaient déjà eu une grosse douzaine de sélections il y a quelques années, Vers 2015, 2014-2015, ouais, dans ces eaux-là. Mais c'est vrai 2016. que c'est. De toute façon, on le voit encore plus. Alors, le Covid a encore plus contracté le temps sur les phases de trêve internationale. Là, on a 3 matchs en une semaine. Je crois que Didier Deschamps, hier, n'a pas fait de mise en place tactique. Alors, peut-être pour diverses raisons, mais de toute façon, le temps qui est consacré au travail tactique dans ces trêves internationales, il est forcément réduit parce qu'il y a le temps de récupération déjà, quand on récupère des joueurs dans différents états de forme. Voilà, il y a d'autres priorités. C'est vrai que, en tout cas, on n'a pas senti cette patte-là depuis l'arrivée de Didier Deschamps aussi en tant que sélectionneur. C'est pas forcément sa priorité de créer vraiment un cadre de jeu très fort où on va reconnaître vraiment des circuits à chaque rencontre. C'est pour ça qu'au final, chaque match est intéressant parce qu'on a l'impression que parfois on repart d'une feuille blanche. Et d'ailleurs, par exemple, changer de système à 3 jours avec. Voilà, après 3 jours, simplement. Donc, contre l'Ukraine, ça a commencé en 4-3-3, c'est passé en 4-2-3-1. Là, on est passé en 3-4-1-2. Il y a eu beaucoup de variations de système. Et à chaque fois, on a vu des choses un peu différentes dans le jeu. Donc, c'est aussi la force de l'équipe de France d'avoir les individualités pour proposer des choses différentes en fonction de l'animation. On peut placer différents profils à différents endroits et ça donne des choses différentes. Mais quand c'est un peu compliqué, quand l'adversaire est un peu plus solide que la Finlande, qui tout de même, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vite heurté à ses limites individuelles,
quand l'adversaire met un peu plus d'opposition. Avoir des mécanismes collectifs bien rodés, c'est vrai que c'est particulièrement utile. Ça me permet d'avancer de 7 minutes parce qu'on va revoir aussi, on a parlé de Benzema, de Griezmann, on va pouvoir parler du troisième maillon justement que tu as évoqué en début de retransmission aussi. C'est Martial et c'est dans cette combinaison ici à l'heure de jeu avec Griezmann, Martial, Griezmann, Benzema, Griezmann et puis le tir au-dessus avec cet appel de Griezmann, où on a vu que Martial, justement, dans ce rôle de point d'appui un peu plus avancé, en tout cas, il était un peu plus sur la défense parfois pour jouer un peu plus de haut but et servir vraiment de relais un peu discret. Il a été très utile. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer qu'un Mbappé pourrait tenir ce rôle-là de manière aussi efficace? Est-ce que c'est son registre vraiment? Ou est-ce que, voilà, quand Mbappé reviendra, il faudra se faire une croix sur une éventuelle entente de ce genre? Je suis désolé de dire ça et peut-être que tu me contrediras, mais je suis obligé de faire rentrer la variable, ouais, on va dire ego, même si c'est un petit peu plus large que ça. Mais est-ce que Kylian Mbappé va se contenter de ce rôle, c'est mon terme, hein, j'aime bien le Mhm. répéter, je sais que c'est un peu chiant là-dessus, mais en plus, là, c'est même pas auxiliaire de création, c'est un peu courroie de transmission sur la création de combinaisons sur le plan offensif, quoi. Ouais. Et je suis pas sûr qu'il soit à un niveau, genre, je sais pas, Jota, Firmino, Benzema. C'est même pas Lewandowski, hein, je pense, sur ce type d'occasion. Je sais pas dans quel cas tu peux le mettre, mais Ouais. bon, il est un petit peu, à mon sens, un petit peu en dessous. Après, vu il fait tellement d'autres choses, il n'est pas forcément amené à tester cette facette-là de son jeu, hein. Il y a ça aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que je me dis, lui voudrait tellement une dimension qui dépasse ce rôle-là que ça me paraît, un, difficile de Mhm. l'enfermer là-dedans, et deux, même si tu l'enfermes là-dedans, je suis pas sûr qu'il s'épanouisse. Alors la comparaison n'a aucun sens, je suis désolé, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de comparaison qui n'a aucun sens. On veut une comparaison. Tu vois, quand tu perds un sens, les autres se développent, Oui. qui deviennent aveugles. Mhm. Et subitement, Louis et tout, ils ont vraiment, comme les Indiens qui entendaient le train de super loin, quoi. Et Martial, n'ayant pas forcément, même s'il va vite, hein, mais toutes les qualités de vitesse, de dribble, c'est-à-dire qu'il est très bon à l'échelle du football, mais vraiment en très 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 haut niveau. Il n'a pas tout ça, bah, il est parfois obligé de développer d'autres choses que bah, Mbappé. Voilà, il va prendre de la profondeur, il va parfois être aussi amené à essayer de créer avec le ballon dans les pieds, il va faire ses passements de jambes. Et du coup, j'ai l'impression que cette facette-là, peut-être qu'il l'a, mais il est pas forcément amené à la travailler. Donc je sais pas toi ce que tu en penses, mais du Mhm. coup, ça me pose un souci parce que enfin, pose un souci. Disons, ça m'empêche de tirer toutes les conclusions possibles de cette organisation de la France parce que je pense qu'une partie des choses qui ont bien été faites, notamment sur la relation Griezmann-Benzema, ont besoin d'un troisième homme qui ne sera pas Mbappé. Disons la présence de Mbappé t'empêchera d'avoir certaines des combinaisons que tu as eues. Et bon, peut-être que tu auras cette combinaison en triangle-là, hein, mais je pense que tu vas Mhm. perdre un petit peu, tu vas gagner d'autres choses, mais du coup, ça va décaler un peu Ouais, peut-être. les zones pour faire la différence. Alors après, il a montré au PSG par séquence qu'il était capable de s'inscrire dans des mouvements de combinaison courtes comme ça, hein, Kylian Mbappé. Après, il peut apporter autre chose justement. Si on peut imaginer que Pogba, Benzema, Griezmann soient à l'origine, il peut y avoir des passes en profondeur à aller chercher pour lui, même quand il y a peu d'espace, il peut être capable d'attaquer le dos des défenses, même s'il peut aussi avoir tendance justement à être un peu plus extérieur vers la gauche. Et dans ces cas-là, ce serait peut-être un peu marché dessus avec Théo Hernandez, ça aurait été compliqué, mais c'est vrai que ce serait, disons qu'on est tellement séduit par ce trio ce soir, la complémentarité qu'ils ont affichée, certes, face à une défense relativement limitée, mais on voit quand même qu'il y a de la densité autour et qu'ils ont su techniquement se trouver, faire les bons enchaînements, avoir aussi le bon état d'esprit, l'altruisme, la volonté de jouer ensemble, de se chercher, de se déplacer de manière coordonnée. Donc ça fait vraiment plaisir. En effet, on peut difficilement se projeter avec ce trio-là parce que Martial, déjà en club, sa situation risque de se compliquer dans les prochaines semaines, son temps de jeu risque de se réduire avec le mercato effectué par Manchester United, et parce que c'est pas un titulaire, a priori en tout cas, dans cette équipe de France, il faut réussir à caser Kylian Mbappé. Dans ce système-là, oui, il peut s'y intégrer, mais en effet, encore une fois, c'est peut-être des qualités un peu différentes qu'il apporterait. Donc c'est le dilemme d'encore chercher finalement l'animation optimale. En fait, j'ai l'impression qu'on Et a... je peux te poser une question de Ouais, merde. vas-y, je suis prêt. Euh, Il faut que je réussisse à bien la formuler. Elle est vraiment chiante, elle est vraiment pourrie. C'est vrai, attends, pardon, Du coup, Herman là, précise que c'est pratique les grandes oreilles de lapin pour bien entendre les trains de loin. C'est vrai. Christophe entend très bien les trains de loin du coup. absolument.
Donc la France est championne du monde en 2018 avec Olivier Giroud et pas Karim Benzema, qui était déjà Mhm. dans les meilleurs 9 du monde et Ouais. qui était déjà le meilleur numéro 9 français à l'époque. Est-ce que tu penses que cette équipe-là, amputée de Benzema, plus en force vive dans l'absolu pour privilégier le plan de jeu, c'est-à-dire voilà, c'est pas les 11 meilleurs joueurs, mais c'est Ouais. les 11 qui a priori sont le sélectionneur sont les plus complémentaires, que si tu sors Mbappé pour mettre Martial? Je dis pas que ce sera le cas, hein, mais Benzema Giroud par rapport à Mbappé Martial, euh, J'aurais laquelle presque des deux est tendance le plus loin de ouais. son potentiel maximal? J'ai presque envie de tricher et de répondre en te disant qu'on peut même imaginer que la meilleure. Enfin, tu pourrais mettre Giroud à la place de Martial et que ça serait peut-être même encore mieux dans cette configuration d'avoir un attaquant qui occupe la ligne défensive, qui sert vraiment d'appui et de planche de haut but pour remiser pour Benzema et Griezmann qui bougent autour. Je ne sais pas si on le verra un jour, ce trio. Mais Je pense qu'on verra. Enfin, moi, je reste sur l'idée que Martial va jamais jouer à Manchester et que tu verras Gouiri sur un des prochains rassemblements dans ce rôle-là. ça pourrait être Je intéressant. balance Après, Gouiri, complètement, il a mais aussi ce côté un peu plus, encore plus fuyant. Il aime encore plus voilà, décrocher entre les lignes que aller à Martial. gauche. Et à gauche aussi, donc il a ce profil axe gauche aussi, mais il le dit lui, même quand il est en position d'attaquant, il aime bien venir jouer entre les lignes, donc là peut-être que ce serait un peu trop. Mais C'est vrai. c'est vrai que Giroud, il a cette finesse dans le petit jeu comme ça, exactement dans la configuration où on voit Martial ici, il serait capable tout à fait de bonifier ces ballons-là. Mais après, bon, si Martial l'a très bien fait aujourd'hui, il n'y aurait pas de raison de ne pas le reconduire aussi. On va pas se plaindre d'avoir plusieurs joueurs qui seraient capables de répondre présents dans cette configuration de jeu. Qu'est-ce que j'ai après au niveau d'image après, ok, après c'est l'animation défensive de l'équipe de France. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire sur l'animation offensive des Bleus ce soir en phase offensive? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc, Dubois a fait une passe décisive. Oui, il a beaucoup tenté. Euh, ouais, non, en fait, je me pose. Mais c'est des questions plus larges parce que finalement, en fait, j'ai toujours des mots à ajouter. C'est le problème quand j'ai rien à dire, j'ai toujours plein de choses à dire, même pour dire que je n'ai rien à dire. J'ai trouvé que Pogba faisait un peu son Xabi Alonso fin de carrière. Pas que ça Notamment me l'ouverture pour dérange Benzema. Oui. fondamentalement. Voilà, c'est pas dramatique sur un match contre la Finlande où tu mènes relativement rapidement, où on est en septembre, où la saison sera longue. Et a priori, je pense qu'il va quand même être amené à jouer assez souvent à Manchester, et sachant que bon, il a eu son quota de blessures, donc il va pas faire des efforts inutiles. Mais c'est vrai que ce côté, je tente en début de match, il tente beaucoup de passes en profondeur, même quand il a un espace à attaquer, balle au pied, juste pour faire son quarterback. Ça m'a un petit peu amusé. Hmm. Il y a un petit peu moins de réussite, j'ai trouvé, dans ces phases-là. C'est un petit truc à noter. Voilà, je pense pas qu'on puisse en tirer de grandes conclusions, mais ça m'a fait marrer sur le coup. Ouais. Mais Moi, ce qui m'a fait marrer, pardon, non, je te coupe, il y a un moment de relâchement où il perd un ballon bête sur une relance, une passe à 3 mètres interceptée. Où, en fait, c'est presque Pogba résumé en une action. Le côté un peu exaspérant où il perd un ballon qu'il doit jamais perdre parce que c'est une passe simpliste, hyper facile qu'il rate. Il se dit, ah zut, faut que je la récupère. Et dans ce cas-là, il fait 3 foulées, il rattrape le Finlandais, un petit coup d'épaule ou un coup de hanche pour le mettre au sol, récupérer le ballon, physiquement il s'impose. Et puis après, le long de la ligne de touche, comme un funambule, je sais pas s'il a pas un râteau ou il a un petit dribble de dégagement. Et puis le timing, la finesse, la vivacité aussi pour sortir le ballon. Et c'était tout Pogba résumé en une action aussi. Mais c'est vrai que par contre, le côté quarterback, ça peut être son évolution décisive en fin de carrière, parce qu'il a une telle qualité de pied, évidemment. sachant que Pogba, je pense qu'il y a penalty si Ayetkin n'essaie pas de se réconcilier avec la France, le PSG et compagnie, parce que sa charge sur Pookie, elle est quand Ah oui, en toute même. fin de match. On s'en fout, mais pour moi, il y a 1000 fois penalty. Donc Ouais. c'est un petit peu anecdotique. Mais heureusement que c'est pas un match serré. Non, mais en fait, la question que je te posais là Mhm. sur Mbappé, enfin, voilà, évidemment, il sortira pas Mbappé pour mettre Martial, sachant que le fait de sortir Benzema est quand même lié à un contexte judiciaire, machin, enfin, hors foot, qui a peut-être pu l'arranger à certains moments, j'en sais rien, mais qui, voilà, c'est pas dit, tiens, je dégage Benzema comme ont été dégagés des Ginola, des Cantona, même des Papins, il y a quelques années, même pas mal d'années maintenant. Mais je me pose la question justement de quels sont les joueurs qui vont être sacrifiés au profit de profil, quoi. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que. Alors, Pur Dubois, c'est particulier parce que je pense qu'il va rester remplaçant de Pavard et que en numéro 2, il n'y a personne qui Est-ce qu'ils vraiment sont pas un peu s'impose. redondants, justement? Est-ce que Dubois-Pavard, c'est pas un peu trop similaire? Et est-ce que ça peut pas jouer en faveur de Mukiele, justement, qui a un profil un peu plus offensif?
et qui, dans De ce rôle Ferland-Mendy, de... dont on a parlé Oui, dans de le faire dernier, Mendy, ouais, on suggère encore une fois dans dans le le chat de le dernier faire jouer à droite, live. mais c'est vrai qu'on avait déjà évoqué dans le Ouais, dernier c'est live le ça. fait qu'il était ambidextre et que ça pouvait être une option, mais pour l'instant, c'est pas une option qui est envisagée par Didier Deschamps. Il a joué une fois à droite en équipe de France, je crois d'ailleurs. Ouais, je sais plus le match, mais oui, oui. C'était, Mais en fait, je me pose la je sais question plus de non quels plus. sont les joueurs ou Croatie les, peut-être. voilà, où les mecs vont dire, bon, je suis désolé, t'es le meilleur individuellement, mais il y en a un autre qui colle un petit peu plus à notre projet de Mhm. jeu et du coup, tu vas être relégué. Et j'avoue que là, sur les trois devant, ça me paraît inconcevable. Par exemple, je pose la question à gauche, quoi. Est-ce Ouais. que il n'y a pas un moment où tu vas recentrer Lucas Hernandez pour le mettre central, sachant que je pense que enfin, c'est son vrai poste de base, hein. C'est-à-dire, Vu en c'est plus les quelqu'un difficultés qui de normalement est Kimpembe pas en du ce tout moment, ouais. ailier latéral qui déborde bien, Ouais. mais ça reste pas du tout un latéral. Et mettre son frère à gauche, par exemple, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qu'on peut imaginer? Alors on est extrêmement tôt, mais puisque chaque match compte, puisqu'il n'y en a pas tellement. Chaque match peut être un indice et finalement, parfois, c'est sur un ou deux matchs que tu peux gagner ta place, comme par exemple Chouameni a potentiellement gagné Ouais. une place, peut-être pas dans le 11, mais en tout cas à la bagarre Ouais, et ouais. troisième homme au milieu, quoi. Est-ce que Donc, Théo Hernandez l'a gagné ce soir sa place? Parce qu'on a vu notamment dans le temps fort finlandais qu'on va évoquer, ça a donné tout de même des situations de transition où là, sa faculté de projection a été vraiment extrêmement utile. C'est un contre-attaquant redoutable avec sa vitesse et il est vraiment porté vers l'avant. Est-ce que ce soir, tu penses que lui aussi a pu enfin franchir ce palier? Il a mis du temps à être appelé parce que je pense que son profil offensif ne plaît pas totalement à Didier Deschamps qui préfère des défenseurs avant tout. Souvent, il va dire qu'il faut d'abord bien défendre pour un latéral et ensuite, bon, l'apport offensif, c'est du bonus. Est-ce que tu penses je pense que son ça y est, profil c'est la bonne? psychologique aussi, hein. Ouais, On parle quand même de quelqu'un qui a décliné une sélection espoir pour partir en vacances. c'est vrai. C'est vrai. Alors, enfin, moi, je m'en fous, hein, je suis pas le sélectionneur, mais je peux comprendre que ça ait un petit peu agacé sur le Du coup, moment. là-dessus aussi, est-ce Euh, que un duo Hernandez côte à côte, axe gauche et latéral gauche, ça, ce serait pas justement le meilleur divertissement footballistique que la France attend? Toi, si tu les mets avec. Alors, il n'y a pas de. Genre, s'il y a un match où tu as Alanium en face, couloir droit qui déborde dans leur zone et qui va se recentrer, genre ça termine en En pugilat, pugilat. enfin n'importe quoi. Oui, non, je sais pas trop. En fait, vraie question, parce qu'à gauche, t'es tellement pourvu que même si j'ai beaucoup aimé Théo, avec l'astérisque que j'évoquais tout à l'heure concernant Pogba, mais Mhm. Pogba, c'est juste la conséquence de Théo qui fait une espèce de passe en retrait à moitié aveugle, totalement foiré, qui donne un face-à-face à Pookie. Je suis pas dans le vestiaire, mais ça se trouve, Didier Deschamps va dire, écoute, il y a 10 trucs à ton crédit, un truc à ton débit, sauf que le truc à ton débit, Il pouvait te il doit coûter un coûter but. un but, et les trucs au crédit, les 10, peut-être si tu cumules les 10, si tu fais un expected goals, machin, ça compense à peine le fait que tu aies à moitié offert un but. Donc j'avoue que je sais pas trop en quoi une action peut le perturber, mais enfin, perturber le jugement qu'a le sélectionneur de lui. À la fois, je suis vraiment client du joueur, mais maintenant, c'est le poste où tu as le plus de concurrence à gauche, hein. Ouais. Et tant que Lucas Hernandez est vu comme latéral gauche, ça laisse une place pour Digne, pour Théo Hernandez, pour Ferland Mendy. Je pense que Ferland Mendy, on peut oublier. Je pense pas que le sélectionneur soit très fan, surtout des qualités qu'il apporte, Mhm. voilà, jouer à l'intérieur, remiser, etc. J'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il attend d'un latéral, encore plus si tu joues à 3 dans son approche à lui. Donc en gros, ça fait une balance Théo Hernandez-Digne. Et j'ai l'impression qu'on est quand même sur logique de groupe Ouais. face à talent intrinsèque et qualité physique. On Tiens, peut faire Théo Hernandez. mhm. Maintenant, est-ce qu'il est tellement au-dessus de Digne que ça compenserait le fait que le mec est dans le groupe, l'autre Digne depuis des années et que Ouais. ça se passe plutôt bien, Alors quoi. disons que Digne, offensivement, son principal apport, ça peut être sa qualité de centre. On l'a vu souvent à Everton avec Calvert-Lewin, ça a été, ou Richarlison même, ça a été dévastateur. Mais sans Giroud, est-ce que bon, Benzema peut être un bon joueur de tête, mais est-ce que du coup, sans Giroud, il y a besoin d'un centreur? En tout cas, on peut imaginer justement qu'avoir un profil un peu plus de percussion et de dernière passe au sol, ça soit un peu plus complémentaire avec l'animation offensive alignée, en tout cas alignée ce soir, alignée sans Giroud en tout cas. Je voulais revenir, tu disais tout à l'heure sur le côté choisir des profils en fonction d'un plan de jeu. Tiens, imaginons un 11 de l'équipe de France qui veut jouer comme Burnley. Demain, Didier Deschamps se dit c'est fini. Non, on arrête de jouer. Alors Ouais. c'était bien beau d'amuser la galerie contre la Finlande, là, de faire des passes à 10 et des grosses séquences de maîtrise collective en seconde période. La voie du succès, c'est Charles Ripp qui l'a montré dans les années 50. Il faut faire moins de 3 passes pour aller marquer un but. Du coup, on va envoyer du long ballon loin devant. Quel est ton 11
de départ. Je pense que le duo, parce que ça joue forcément en 4-4-2 aussi, Burnley, donc le duo de devant, il peut être sympa, je pense. Moi, est-ce qu'un Mounier-Giroud, par exemple, te convaincrait? Mounier est béninois, donc Je suis con. c'est parce que j'ai Mais pensé aussi à Mounier. après, Rappel, bon, un si je sélectionneur dis a pas de déjà fait conneries, ça- une bévue du genre aussi. Voilà, pour Koulibaly, ouais. m'excuser. C'est vrai Putain, j'ai que. regardé tout à l'heure, je sais plus, je crois qu'il est à 60 duels aériens gagnés et que le deuxième en France, c'est à Ajorc qui est à 16. C'est ça? En plus, Je on l'a peux mis essayer sur de regarder en Coparella, même mais temps. un chiffre, J'essaie de pas mettre c'est un gag. J'essaie de pas foutre en l'air la diffusion et Mais je vais vous chercher la stat. Non, j'arriverai pas parce que je pense que si je vais chercher, tu tiens, il disparaîtras. y a Florent Tonuti qui est sur Coucou le chat, Florent. on salue Florent. Du coup, s'il a des idées, Non, mais le Florent, pire, c'est que j'allais dire un truc d'équipe très à la intéressant Burnley. sur la différence des profils, donc je vais le dire quand même si Bah oui, ça dis-le fait quand un même. retour en arrière. C'est pas ultra intéressant, mais c'est vrai qu'on dit toujours Digne le centreur, mais en fait, on considère genre centre aérien le mec qui enroule. Dans l'absolu, l'ami Hernandez fait descendre, c'est juste que c'est en bout de course, c'est plutôt au sol, mais au final, il centre aussi, quoi. Et là, il y a notamment un centre bien claqué dans l'axe qui peut être repris, ou je sais plus qui arrive en retard. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si Théo Hernandez déborde, il va être amené à centrer. On va peut-être moins voir ça, on va juste voir, bah, c'est un débordement, il met dans l'axe et tout. Mais dans l'absolu, s'il passe à chaque fois, il va faire peut-être plus de centres que Dean, c'est juste qu'ils seront au sol, et donc on va pouvoir potentiellement concerner plus de joueurs que les centres de Dean qui, eux, vont être faits sans débordement préalable, et donc du coup des centres enroulés, j'allais dire des centres aériens, des centres enroulés aériens. Si, on Donc parle, ça, on parle c'est du ce que match, je voulais Florent. Hein. dire. Tu arriveras dans le vocal. Bon, tu peux venir dans le vocal si tu veux. Et si tu peux même essayer de venir en vidéo et je vais essayer de te caler en direct dans la diffusion, peut-être, si j'y arrive. Ou sinon, viens en vocal tout simplement si tu veux. Ça peut éventuellement Florent passer. qui vient Florent. d'atterrir, hein. Oui, Florent qui est revenu de Je ces viens matchs avec juste, Djibouti, pour ceux qui n'ont pas suivi. On a un happening aussi, mais on va continuer à débriefer un peu le match. Mais c'est vrai que la question. Mais qui n'avait pas- le ton Burnley, l'équipe de France joue comme Burnley, parce que sinon j'avais Haller, mais qui a pris la nationalité Ah ivoirienne, ouais. enfin, qui avait été binational. Ça, donc on va retomber sur, je sais pas, du Mateta, Du Ajorc. Teta Giroud. Ajorc, ouais, Ajorc, ouais. Et puis qui? Alors il faut du latéral qui envoie du centre de loin aussi. Bon, Digne du coup. Digne, il peut être totalement dedans. Lala. Allô? Oui. Ah, Florent est Oh. là. Ah, mais du coup, il a fait sauter Christophe. Alors je vais essayer Ah, c'est terrible, du ce coup, qui de se passe. corriger ça en direct, mais c'est vrai que l'arrivée de Florent a fait sauter Christophe. Et Je repars essayer, sinon. je vais essayer de corriger ça. Attends, ne bouge pas. On va faire ça en direct, tout va bien. Christophe réapparaît en entier et nous t'écoutons, Florent. Florent, Oui. qu'as-tu à dire, à apporter? Nous avons un auditeur, donc un jeune Florent. Bonjour Florent, bienvenue. Cet espace est fait pour Bonjour. toi aussi. Qui Oui. verrais-tu dans une équipe de France qui prendrait le style de Burnley, Florent? Ah, c'était ça le sujet. C'était ça la question. Ah, c'est vrai que du coup, je comprends pourquoi ça parlait de Steve Mounier. C'est assez logique. Non, bah, Ajorc, du coup, c'est le deuxième derrière Mounier, comme le disait Christophe. Ah, bon, c'est la question réglée. Merci Florent. On te rappelle Voilà. au 32-16 tout à l'heure. Mais c'est vrai que le close latéral droit, après close dans une défense à 4, compliqué. Oui, ça reste Ouais, une Close option, en défense fait. à 4 de Burnley. Mythe, il jouerait ailier, quoi, à Burnley, Klaus. Ouais, c'est vrai. Oui, on peut totalement l'imaginer milieu droit, travailleur. Bon, c'était une question un petit peu hors sujet. On a fait le tour, Florent. Je sais pas ce que tu as pris de la discussion en cours de l'animation offensive de l'équipe de France avec la complémentarité Martial, Griezmann, Benzema. Et on allait aborder Oui, ça, j'ai écouté. une thématique qu'on a vue pendant l'Euro aussi face à la Suisse et qu'on a revu ce soir en quelque sorte, c'est l'incurie défensive de l'équipe de France dans son 5-2-1-2 face au, cette fois-ci 3-5-2 finlandais. On va le dessiner, on a l'image sous les yeux. Je ne sais pas si tu... Non, tu n'as sûrement pas l'image sous les yeux, Florent, sauf si tu es sur, Je vais sur la Twitch, ça trouver. va arriver. On va dessiner le 5-3-2 français le 5-2-1-2 français de base en phase défensive, avec la ligne de 5. Les latéraux qui étaient fixés assez bas justement par les pistons adverses et qui n'étaient pas trop sortis en tout cas en début de match. Et puis, sur la première ligne qu'on va rassembler ensemble, on avait Benzema et Martial qui étaient chargés d'essayer d'embêter un petit peu, bon, sans trop se forcer non plus, la première relance finlandaise. Et on avait Griezmann qui était chargé de couper un petit peu les relations avec la sentinelle finlandaise. Mais ce qu'on a vu, néanmoins, du côté finlandais, en tout cas dans ce quart d'heure, là, on est à la 6-7e minute, c'est exactement le début du temps fort finlandais où ils ont plusieurs séquences de possession assez longues, jusqu'au 1-0. On a vu cette faculté à bien occuper les espaces. On voit ici Camara qui est dans l'intervalle entre Pogba
Martial et Griezmann. On voit aussi le relayeur opposé qui est vraiment sur l'extérieur. On avait souvent ces 8, d'ailleurs, ces relayeurs finlandais qui étaient sur l'extérieur du double pivot français pour chercher des combinaisons. Par exemple, ici, on peut relier le trio sur le côté, avec le piston très haut, le central gauche qui s'est excentré, qu'on peut dessiner ici. Et puis souvent aussi, il y avait Pukki qui venait plonger dans le dos de Dubois, par exemple, dans cet intervalle. Et donc, on a revu ces difficultés-là. Alors, je ne sais pas ce que tu as vu, Florent, mais du coup, on peut peut-être commencer par Christophe. Comment tu expliques ces difficultés de l'équipe de France défensivement face dans le temps fort finlandais qui a privé le ballon de l'équipe de France pendant un quart d'heure? Ce qui me pose souci, c'est que je ne vais pas dire que déjà les latéraux fixés assez bas avec ce double pivot-là. Enfin, en gros, c'est comme sur des positions un peu intermédiaires qui sont un petit peu chiantes. C'est vrai que la première ligne, dans ce qu'elle faisait, dans la manière dont elle est fixée, c'était pas l'individuel, c'était pas de la zone. Enfin voilà, tu faisais un peu au mieux. Ça me faisait un peu penser maintenant les postes en Belgique. Tu as le poste de douane, tout le monde ralentit un peu, c'est-à-dire que c'était du 130, il y a des panneaux genre 50, les gens se mettent à 70, 80. Mais dans l'absolu, il n'y a plus rien en fait. C'est juste que tu ralentis un petit peu pour la forme. Là, c'était un peu ça avec cette première ligne française, c'est-à-dire qu'elle te faisait ralentir, mais elle t'arrêtait pas vraiment. Et c'était un point de passage. En gros, tu l'as contourné. Mais honnêtement, moi, ce qui m'a embêté, c'est notamment la prise en charge de Camara, qui Ouais. est là peut-être le meilleur joueur techniquement du côté finlandais. Et justement, j'ai Et après, est-ce une que capture Pogba d'écran. était en mesure de le prendre en individuel? Mais en gros, tu pouvais trop facilement, genre là, sur cette capture d'écran, il y a beaucoup de joueurs qui sont libres ou potentiellement tu peux être éventuellement à distance d'intervention, mais si en face ça combine, c'est toujours en retard. Ouais. Et on le voit sur une action suivante. Alors, on a avancé d'une dizaine de minutes. Justement, le rôle de Camara, toujours intéressant. Parce que là, cette fois-ci, Dubois a tenté de sortir vers Uronen, le piston gauche finlandais, on voit ici. On a Martial qui a resserré, mais sans grande pression. On voit que O'Shaughnessy n'est pas vraiment en difficulté pour donner ce ballon. Et Camara qui s'est vraiment placé dans l'intervalle axe gauche ici pour être servi. Et en plus, il y a eu l'intelligence très souvent de faire le bon choix. Ici, il va être servi sur une passe vers l'avant, on va la voir. Et on a déjà le troisième homme qui est anticipé par le numéro 6 finlandais. Et il va y avoir cette remise ici pour projeter ensuite le jeu vers l'avant. Et c'est vrai qu'en plus, on voit à l'opposé Rabiot qui est concentré un peu sur son adversaire direct. Donc il n'y a pas vraiment cette notion d'équilibre où on pourrait dire que Rabiot, idéalement, si on est sur de la zone, il faudrait qu'il soit un peu plus vers l'intérieur quand même pour protéger cette zone axiale parce que là, elle est très vulnérable. Et du côté français, on a réussi à se faire. Enfin, on s'est fait manipuler en tout cas par l'animation finlandaise. Florent, est-ce que c'est ce qu'on évoque là? Ça t'évoque des choses déjà mentionnées pendant l'Euro, notamment les difficultés face à la Suisse? Bah, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé contre la Suisse, avec une équipe, disons, pas très à l'aise pour défendre dans le camp adverse, ou pas très préparée peut-être pour défendre dans le camp adverse. Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que j'ai pas vu le match, mais j'ai l'impression que ça, on est toujours sur les mêmes habitudes. Après, le truc, c'est que à partir du moment où tu as ta ligne de 5 derrière, tu peux mieux protéger la profondeur, tu laisses moins d'espace. Donc tu peux peut-être supporter un pressing, enfin une tentative de pressing cassée par l'adversaire parce que tu laisseras moins d'espace, tu peux reculer et freiner l'action. Mais j'ai l'impression, oui, de voir une répétition de ce qui s'est passé face à la Suisse. En tout cas, là, ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'il y avait une infériorité numérique de base de l'équipe de France. On va peut-être le voir même en revenant un petit peu plus tôt dans la rencontre sur une autre séquence. La Finlande qui est relancée à 3+1 avec les 3 centraux plus le numéro 6 qui formait pratiquement un losange, passe à la première ligne de l'équipe de France 2-3 et on voit encore une fois ici que ça n'a pas été d'une grande intensité sur le bloc médian, donc ça pouvait facilement se faire contourner. Et à partir du moment ensuite où on se projetait dans ces espaces ici intermédiaires, il y avait beaucoup de choses à éventuellement jouer côté finlandais, avec, on le voit encore une fois, Camara dans l'intervalle, on voit éventuellement Pohjanpalo qui peut être servi en décrochage, on va le dessiner ici. On a aussi Pukki qui est lui un peu plus de la profondeur et donc qui va pouvoir plonger éventuellement dans l'intervalle entre Zouma et Dubois. On a aussi Uronen qui vient ici fixer Dubois très haut. Et donc on a vraiment, c'est intéressant Christophe parce qu'on a vu aussi contre l'Ukraine une équipe qui jouait. On a des adversaires de l'équipe de France qui, alors c'est soit parce qu'ils savent qu'ils auront la possibilité de le faire, un peu comme certains adversaires du PSG où ils savent qu'en enchaînant quelques passes, ils vont pouvoir avoir des séquences de possession. Mais on a vu en tout cas la Finlande, petite équipe entre guillemets, en tout cas équipe supposément inférieure, avoir cette vraie volonté de jouer et réussir à trouver des bonnes séquences avant de se heurter tout de même dans les 30 derniers mètres à leur limite individuelle pour
les concrétiser un peu plus, parce qu'on verra dans les statistiques à la fin. Voilà, Lloris a passé une soirée tranquille, mais en tout cas, sur les 2 premiers tiers du jeu, ça a plutôt bien construit. Ouais, beaucoup plus de mouvement que ma caméra, qui j'ai l'impression est bloquée depuis Ah, tout à elle l'heure. figée. Soit c'est ma caméra qui est bloquée, soit c'est mon ordinateur qui est bloqué. Dans tous les cas, c'est pas bon signe Alors, pour dans le mon Discord, je te setup. vois Hein. bouger, mais c'est vrai qu'en effet, là, sur la diffusion, tu ne bouges plus. Mais tu Ouais, es figé sur une belle pause. Oui, c'est vrai. J'ai l'air intéressé mais sceptique. Ah voilà, je Tu rebouge, c'est reviens. magnifique. Mais mon ordinateur est un peu en sursis, hein, donc à tout moment je peux vous abandonner, ce sera pas de mon fait. Oui, non, en fait, c'est vrai que je sais pas dans ces trucs-là, surtout que nous en plus, c'est pas complètement comme en boss la Finlande, on n'a pas non plus vu tous ces matchs. Alors je préfère mon freeze précédent, j'avais une pause un petit peu mieux. Alors à quel point c'est un truc qui a été travaillé par la Finlande pendant depuis des mois, sans qu'on l'a pas spécialement vu à l'Euro. Ou alors, est-ce que c'est juste le fait de dire, écoute, le meilleur moyen de battre cette équipe de France, éventuellement, si on peut mettre des transitions, on mettra des transitions, mais avec ballon, il y a des choses à faire parce que cette équipe-là a du mal à vivre sans ballon. Son espèce de bloc médian, là, c'est difficile de qualifier ça de bloc et quand elle va chercher haut, c'est catastrophique. Donc, du coup, si on prend le risque de construire, finalement, c'est pas si grave. D'ailleurs, peut-être que j'en oublie, mais Julien, j'ai l'impression que finalement, les rares fois où la Finlande, enfin, ça arrivait, mais quand la Finlande a pris des transitions, c'était plus genre suivant des touches, des choses comme ça, que suivant genre des constructions, où vraiment la construction, il y aurait eu des erreurs techniques sur la phase d'élaboration, quoi. C'est sûr qu'arriver dans l'intensité dans les 30 derniers mètres adverses, là, c'est un peu bizarre parce que tu as 2 9 qui sont plutôt finisseurs, mais tu quasiment aucun créateur, quoi. Comme Camara, c'est vraiment quand même léger pour l'aspect création dans l'approche de la surface adverse. Mais voilà, en gros, ils ont gagné des choses à construire, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment eu une prise de risque et perdu quoi que ce soit, à jouer même parfois court sur les 6 mètres, etc. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est plus Voilà. des transitions. Et Florent, alors c'est des choses aussi qu'on voit avec Liverpool, par exemple, où un coup de pied arrêté offensif adverse peut être une opportunité pour les transitions de Liverpool. Et c'est vrai qu'avec avec Théo Hernandez et encore, il n'y avait pas Mbappé, ces situations-là peuvent être intéressantes pour l'équipe de France. Oui, oui, et j'entendais Christophe qui parlait des touches. Moi, ça me rappelle ce que j'ai fait cette semaine. Les touches, Raconte-nous. quand t'es en effet une petite équipe, c'est compliqué. Très compliqué de garder le ballon sur ces situations et justement après de bien défendre la transition qui suit si tu perds la balle. Voilà. Bah vas-y, dis-nous ce que tu as Justement. fait du coup avec Djibouti plutôt que de nous le lancer comme ça, parce que moi je sais ce que tu as fait, mais les gens n'ont pas forcément vu tes superbes matchs. Non, mais on a beaucoup de mal à garder la balle dès qu'il y a une touche en fait, dès que la balle n'est plus au sol et sur une touche par essence, la balle n'est plus au sol. Donc je faisais juste le parallèle puisque Julien disait que les Finlandais avaient aussi du mal à garder la balle sur les touches et étaient le plus souvent en difficulté pour défendre des transitions ou encaisser des transitions quand ils faisaient des touches. Et je comprends pourquoi, parce que quand la balle est au sol, c'est beaucoup plus simple en effet de la garder. Après, Mais, ils D'avoir ont, des touches longues par ouais, exemple ils ont chez essayé de vous, tenter même des si vous touches longues perdiez aussi. le duel, ouais, c'est c'est ça, juste c'est pour se ça. replacer en bloc, quitte à la rendre, mais en tout cas voilà, tu es en position pour jouer le deuxième ballon et pas être surpris sur juste la perte de balle après avoir essayé de contrôler la touche. C'est ça. Au touche pire, longue. au pire, tu peux presser à la perte en fait, puisque tout le monde est du même côté, il y a beaucoup de densité, donc au pire, tu peux presser, essayer de la récupérer. Mais bon, contre un adversaire, contre l'Algérie, c'est pas simple. Contre le Niger, ça fonctionnait un petit peu mieux, mais c'est sûr que c'est. Enfin voilà, je faisais juste le parallèle avec la Finlande. Ouais. Alors que Raphaël, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il travaille justement pour le débrief tactique de ce match pour l'équipe, pour le site de l'équipe demain, peut-être pour le papier, hein, qui sait, si c'est aussi bon, mais je crois qu'avec le délai de bouclage, ça va être compliqué, nous transmet une déclaration de Didier Deschamps au sujet de Presnel Kimpembe, qui est sorti touché au tendon d'Achille ce soir. Il a un peu tiré sur la corde à Didier Deschamps, mais alors s'il a tiré sur la corde, pourquoi l'avoir fait jouer? Enfin, c'est vrai que ça intrigue. En tout cas, ça va intriguer les supporters parisiens forcément d'entendre dire que c'est le joueur qui a tiré sur la corde, alors que peut-être qu'il y avait une fragilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à nouveau sur l'animation défensive finlandaise? On essaie de voir qu'est-ce qui me restait en capture d'écran. Bon non, encore une fois, on voit ici typiquement l'animation du 3-5-2 qui, une fois la première ligne française plus ou moins franchie, ou en tout cas contournée comme on voit ici avec O'Shaughnessy qui s'avance, on avait vraiment ces relayeurs finlandais qui venaient très haut, ici, ou très écartés comme Camara à l'opposé vraiment pour
donner la largeur, on cherchait pas vraiment du jeu intérieur, on cherchait vraiment ces combinaisons à 3 ou 4 encore une fois, et ça a vraiment posé des problèmes à l'équipe de France sur ces phases-là. Qu'est-ce que je pouvais demander? C'est vrai il manquait Kanté aussi, hein, éventuellement pour gagner des ballons. Est-ce que vous pensez, messieurs, comme en tout cas Christophe, comme les cahiers du foot, comme Jérôme Latin, que Rabiot a fait un bon match aussi ce soir? Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant contre l'Ukraine déjà aussi. J'ai pas spécialement d'avis. Ça a après Ah, me c'est un petit provoqué peu, un tweet exceptionnel de Raphaël c'est un petit peu qui le, disait, ouais, c'est un petit je peu vais le mal faire de du Rabiot, coup quoi, une phrase. finalement, on a du mal de juger Ouais, presque un bah, petit peu. en plus, le truc, c'est que même quand il fait bien, l'intention m'embête. C'est-à-dire que parfois, il garde la balle et tu fais putain, joue en une touche, qui était donc le tweet de Raphaël, à une passe de Rabiot en une touche, annonçait Ouais. un contrôle raté. Et c'est vrai que parfois, il la garde, tu fais putain, mais donne-la. Et au final, il fait quelque chose de bien avec. Donc, tu sais pas trop, enfin, moi, je sais pas trop comment me positionner. C'est la mauvaise idée, même si parfois elle n'est pas toujours mauvaise, hein. Parfois il y a un peu un délit de sale gueule quand c'est la 5e fois qu'il la garde. Il paye pour les 4 premières alors que Ouais. parfois c'était le bon truc à faire. Mais c'est vrai que je sais pas trop comment le juger, parce que même sur les phases là, notamment sur ce moment-là, l'équipe de France, bon, quoi, sur cette situation-là en image, pas forcément, mais en tout cas sur les 20 premières minutes, où c'est un peu compliqué, tu te dis c'est plus un truc systémique que lui qui n'occupe pas son poste. Tu mets Kanté, peut-être qu'il sauve 2-3 actions, mais dans tous les cas, je veux dire, les espaces à défendre étaient quand même un petit peu grands, et le fait que les pistons finlandais soient très avancés et que du coup tu aies une ligne de 5, à partir du moment où la première ligne française bosse pas, c'est sûr Ouais. que c'est beaucoup plus compliqué d'être compact, quoi, parce que si tu peux faire vraiment un espèce de ligne de 3 et que tes pistons puissent aller chercher les pistons inverses adverses plutôt que l'inverse, type ce que fait Chelsea par exemple, ou même ce qu'avait fait Lens au retour face à Lille l'an dernier, Mhm. enfin voilà, d'aller chercher très haut, bah du coup c'est sûr que tes lignes sont beaucoup plus étagées, tu peux beaucoup plus être compact que là d'être fixé à 5 derrière. Donc honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis sur Rabiot. Je pense dans tous les cas, même si on estime qu'il a fait un bon match, que ça le met quand même numéro 4 derrière Kanté, Pogba, Tchouaméni. Ouais. Peut-être prosélytisme de Tchouaméni ici, hein, mais j'ai du mal à voir ce que, à part parfois un peu, je sais pas, dans le volume, certaines projections, un peu côté Matuidi, même si lui le fait un peu plus avec ballon que sans, certaines puissances physiques sur certains trucs, mais en gros, ce que Rabiot ferait de tellement mieux différent de Tchouaméni que ça Mhm. pourrait compenser ce que Tchouaméni fait et que lui ne fait pas, quoi. Ouais. C'est clair. Et Ah oui, je voulais te demander à Florent, justement, toi qui as vécu cette trêve internationale de l'intérieur, même si dans des conditions un peu rocambolesques de déplacement notamment, qui ont compliqué encore plus les choses, mais se faisait la remarque tout à l'heure du changement de système de l'équipe de France, voilà, en espace de quelques jours, qu'il n'y a pas eu de mise en place tactique a priori hier. Alors il y a sûrement eu du travail vidéo pour donner des consignes aux joueurs, mais sur ce quart d'heure de temps fort finlandais, on n'a pas senti un système défensif maîtrisé. On a vu certains joueurs mis un petit peu hors de position facilement, et donc la Finlande qui a pu manœuvrer. Alors après, c'était rattrapé par la supériorité individuelle, physique notamment des défenseurs et des milieux de terrain français, pour neutraliser les Finlandais qui n'avaient pas vraiment de joueurs capables de faire la différence aussi individuellement après, une fois entrés dans les 30 derniers mètres. Mais il y a cette légende, ce cliché peut-être parfois de se dire on n'a pas le temps de travailler en trêve internationale, les sélectionneurs n'ont pas assez de temps pour mettre en place des choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'as ressenti toi, dans des conditions encore plus spectaculaires? Est-ce que c'est impossible vraiment de mettre en place une animation vraiment bien appliquée, bien comprise de tous les joueurs en l'espace de quelques jours seulement? Bah, c'est pas simple en effet pour rentrer dans les détails sur la préparation de Djibouti. Ils s'étaient réunis, ils ont fait 2-3 semaines de préparation avant, quand même. Donc Ah, là, c'était un luxe que beaucoup n'ont pas. Ouais. pour reprendre des principes, etc. Ouais, après, on part pas du même niveau, hein, donc Ouais. il y a pas mal de rappels à faire. Mais après, c'est vrai que quand tu arrives dans la préparation du match tel quel, c'est-à-dire que tu arrives, on aborde le cas de l'adversaire, on présente l'adversaire et on dit face à un tel adversaire, on va faire ça, ça et ça. Là, ça va très vite en effet. Là, tu as le temps de faire. Nous, on a eu 2 entraînements avant l'Algérie, en Algérie. Et sur un entraînement, on a travaillé les prises à deux sur les côtés, la largeur du milieu de terrain et la nécessité d'être compact au milieu sur la largeur. Enfin, voilà. Donc après, ça va très vite. Et sur le match contre le Niger, à partir du moment où tu as aussi une difficulté de voyage,
t'as un entraînement qui saute, et avant le Niger, on n'a fait que 2 entraînements, par exemple. Donc, et là, par contre, c'était l'inverse, parce que c'était pas du tout le même adversaire, donc il fallait travailler plus de circuits. Donc on a travaillé 3 circuits de passe, 3 circuits de jeu, qu'on a essayé de répéter, et le deuxième entraînement, on a retravaillé du pressing pour essayer de les presser comme on souhaitait les presser, quoi. Donc en gros, voilà, avant le Niger par exemple, qui était le deuxième match, on fait une séance d'entraînement, on bosse 3 circuits de jeu offensif, 3 circuits de passe, et sur le deuxième entraînement le lendemain, on fait la partie défensive avec des rappels sur la manière de presser, la manière d'aller chercher, puisque c'était très différent de l'Algérie. On a essayé d'aller plus haut et on travaillait des choses plus haut sur le terrain. D'accord. Voilà, pour donner un exemple. Parle moins fort, Florent, s'il te plaît. Tu empêches Serious Charlie de dormir. T'entends dans le salon, là, débriefer tactiquement la préparation de Djibouti. Forcément, on gêne le sommeil des humbles travailleurs parisiens. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer éventuellement dans les captures d'écran que j'avais de côté? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Je revois rapidement. On a montré l'animation offensive de l'équipe de France. On a montré la complémentarité entre les offensifs français et toutes ces combinaisons qui ont bien marché au cœur du jeu dans la densité. On a montré l'animation offensive finlandaise et défensive française pendant le temps fort des Finlandais, alors que Florent règle ses comptes avec celui qui l'héberge amicalement ce soir, et on termine Absolument. avec les statistiques de cette rencontre. On a cette victoire donc 2-0 de l'équipe de France. En termes de expected goals, de toute façon vous voyez, hein, tous les chiffres surlignés sur le côté français. Ça a été une grosse domination 20 ce tirs soir. à 4, je pensais pas que c'était à ce point-là, hein. Ouais, 20 tirs à 4. Il y a une grosse seconde période, mais je me souviens déjà aussi, alors qu'on sortait depuis pas très longtemps du temps fort finlandais, qu'on était déjà aussi à 10 tirs à 2 en cours de première période. Donc c'est dans ce qu'on a pu voir, en tout cas en effet, sur la physionomie du match. Après, tu me diras 1,45 XG, je veux dire. C'est pas exceptionnel, il y a eu beaucoup de frappes matchs, donc c'est pas non plus incroyable. Ouais, et notamment, alors je vais regarder sur FautMob, notre nouvelle. C'est la mention quotidienne de FautMob. Donc ils nous sponsorisent quand même FautMob, C'est parce qu'on parle plus d'eux que du bouquin ou du banc. Ou de Coparena également. Par exemple, le but d'Antoine Griezmann, encore mentionné. À ton avis, il est à combien de expected goals, le but de Griezmann en angle très fermé? 0,11. 0,07. Et en expected goals tir cadré, mais alors bon, c'est un petit peu faussé parce que le gardien est sorti du but, c'est 0,03. Là, c'est l'un des biais. Alors, je sais pas quel modèle ils ont. Celui de StatsBomb est un peu plus avancé parce qu'il prend en compte la position du gardien, la position des défenseurs, donc il est un peu plus fidèle vraiment au type de situation de jeu en prenant en compte vraiment un peu plus d'éléments de contexte. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas ici. Et puis pour le but, son premier but de Griezmann, il était également à 0,07. Tiens, son extérieur du pied. Donc les deux buts marqués en cumulé, ça fait 0,14 expected goals. Donc forcément, ça explique aussi en partie le 2-0 avec des Radecki là-dessus, moi, je peux dire, même moi, je mets le but, hein, mais c'est censé être ton meilleur joueur. Si même lui te plombe, parce que pour moi, il est à 80% pour Radecki. Le fait d'ouvrir l'angle comme ça, c'est difficile de gagner les matchs. Ça me fait penser certains matchs où Petrovic, à l'époque, où la République tchèque était totalement dans le trou, où même lui faisait des bourdes. Tu te dis, écoute, on a déjà plus il y a déjà quasiment plus un seul des 10 joueurs de champ trahi, qui est Christophe. bon. Tu as trahi ta véritable allégeance. Si en plus le gardien te sauve pas, ça va être compliqué, quoi. Et c'est vrai que la Finlande, alors il y a des joueurs qui sont très corrects, hein, qui jouent en première ligue ou autre. Mais c'est clair que si ton gardien, qui est un mec qui joue la Coupe d'Europe assez régulièrement, ne fait pas des exploits, c'est assez embêtant. Alors que là, ma caméra a de nouveau frisé. Oui, elle a de nouveau figé, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui fais des fausses manips ou pas. Je navigue entre fenêtres pourtant, mais c'est dommage. Oui, alors justement, pour le tir avec la plus grosse dangerosité de l'équipe de France, c'est celui sur cette combinaison qu'on a montrée entre les trois offensifs avec Griezmann. Il est à 0,36 expected goal. C'est le tir le plus dangereux jugé ce soir. Alors, il est un peu plus avancé que là où je l'ai mis, mais en plus un peu en déséquilibre pour Griezmann. Donc, c'était pas non plus une situation de tir très si facile que ça. Et du côté finlandais, on a les deux situations. La 18e et 19e, c'est les deux seuls tirs finlandais du match. 0,08 XG et 0,05. Donc vraiment des difficultés. Et on a vu en termes de possession que ça s'est vite renversé, alors qu'on le répète, à la 18e, je crois qu'il y a 54% de possession pour la Finlande. Est-ce qu'on peut élargir un peu, messieurs, peut-être Florent, alors, de ce que tu as pu apercevoir de l'équipe de France, ou Florent est parti là. Il est parti. Je vais vous laisser. Ah bah non, je suis pas parti encore, mais je vais vous laisser. Voilà. Eh bien, merci. Dis-moi ta dernière question.
pose la dernière question. Bah, ça impose que tu aies vu des images de l'équipe de France pour en tirer les enseignements de cette trêve Ah internationale. oui, non, c'est compliqué. Donc je vais vous laisser maintenant. Voilà. C'est ça. Tu ne fais pas le spécialiste Et de pacotille. je reviendrai pour un prochain stream où on parlera peut-être de Djibouti avec Ouais. les séquences, etc. Il me faudra un présentateur de votre côté, mais En j'aurai tout cas, pas mal je de suis sûr choses à vous que montrer. on a plein de choses à Voilà. apprendre sur comment on gère une trêve internationale, en plus dans des conditions un peu rocambolesques, avec pas mal d'éléments à montrer. Et ben, on va programmer Les ça. conditions, de toute oui. façon. Tu nous raconteras ça. C'est ça. Attention, en détail. Florent, la première bière après 10 jours, elle fait mal. Hein. C'est comme la première étape de montagne, faut se dégourdir Non, les ça va jambes au être, début, ça, faut pas partir à fond. ça va être des verlons, la haute montagne, c'est jeudi, n'est-ce pas? Ça va être ici, à Lille, là, le FC. Le FC secret des Allez, à moines. plus. Et, Je ne vais pas connaître les et détails. le FC Chouf t'attend au tournant. Salut Florent. À plus. Christophe, ma question était donc, alors que évidemment il est parti, ça t'a refait sauter, je vais revenir sur le plan à 2 personnes, voilà, c'est mieux. La question était donc, quels enseignements tu tires La question est... Quels enseignements tu tires de cette trêve internationale plus largement de l'équipe de France, où on rappelle qu'on est dans une phase post-Euro où l'équipe de France avait beaucoup à se rattraper. Est-ce que tu es convaincu par ce que tu as pu voir avec donc ce nul contre la Bosnie? Je sais plus. On a gagné contre la Bosnie ou on a fait nul? Non, il y a eu 2 nuls. Il y a eu nul contre Bosnie, nul contre Ukraine, et donc la victoire ce soir. On a quand même des mémoires immédiates un peu pourries. Oui. Parce que moi-même, j'avais oublié qu'on avait... Enfin, tu m'aurais demandé le pays, j'aurais mis 3 minutes à trouver la Bosnie. Non, je n'ai pas trouvé cette trêve très intéressante et très rassurante. Maintenant, il n'y a pas à tout acheter. Évidemment, c'est la 14e fois que je le mentionne sur les 3 derniers jours. Mais Tchouaméni, je pense que tu as déjà gagné ça. C'est-à-dire que le test est réussi. Mine de rien, c'est quand même quelque chose d'important. On se souvient qu'Oupa Mécano, c'est quand même pas mal grillé sur un rassemblement. Donc lui, c'était pour le jeu. Certains se sont grillés par le comportement. Hein, mais déjà là, je pense que tu as acquis quelque chose. Après, tu le mettras dans ton 11 ou pas, mais c'est toujours une certitude plutôt intéressante à avoir. Et même s'il a un mini creux pendant la saison, tu pourras toujours te rattacher à ça pour pas le reconvoquer, leur donner du temps de jeu. Déjà, d'avoir appris ça, c'est intéressant. Autre chose que mine de rien, voilà, on parle du collectif, mais dans le foot international, il est quand même beaucoup sous-tendu par les individualités, même si l'Euro a beaucoup récompensé les projets collectifs au long cours. Italie, République tchèque, Autriche, même si Autriche c'est un peu particulier, mais surtout que l'Autriche n'ira pas à la Coupe du Monde, ils ont encore perdu face à l'Écosse. Mais voilà, tous ces pays-là, même l'Espagne, même si encore une fois l'Espagne c'est plus un modèle général de structure de pays que lié au coach, mais bon, c'est quand même les individualités que tu as généralement envie de mettre dans des bonnes conditions qui ensuite font ton plan de jeu. D'avoir Tchouaméni, pourquoi pas Théo Hernandez, qui ont montré quelques belles choses. Rien que ça trouve des perspectives. La dernière chose étant donc cette relation Benzema-Griezmann qui est en train de... Enfin, ce soir, c'est vraiment du très haut niveau. Il n'y a pas non plus des dizaines de matchs par an où 2 joueurs comme ça peuvent combiner à ce point-là sur le plan offensif, a fortiori sur des matchs internationaux où les mecs ne se croisent que quelques semaines par an. Donc ça, ça m'intéresse maintenant pour tout ce qui est fait de trouver un système de jeu. Je pense pas qu'on ait vraiment appris des choses parce que je suis persuadé que si tu joues pas la Finlande mais que tu rejoues la Suisse, tu perds le match ou pas loin. En tout cas, tu peux être mené 2-0 à la mi-temps. Donc ça, c'est ce genre de choses qui, pour moi, je pense que les conditions de l'adversité, etc., font que tu n'as pas encore été testé pour te dire j'ai trouvé la bonne formule. Alors même si tu me diras, l'équipe de France change de système en 2018, le Portugal en 2016, l'Allemagne change moitié de ses joueurs en 2014, passer de faux 9 à vrai 9 et tout, donc c'est pas obligé d'avoir un truc à 1 an et quelques de la compétition, d'avoir toutes tes bases. Mais je pense qu'il y a quand même certaines choses sur l'attitude sans ballon qui, pour moi, n'ont pas été réglées. Et tu n'auras pas 80% de possession à tous les matchs. Donc, et notamment face à la Belgique, l'Espagne. Dans un mois. Face à la Belgique, c'est dans combien de temps? C'est Ligue des Nations dans un mois ou 2? Le 7 octobre, très précisément. Là aussi, ce sera une défense à 3, 3-4-3 ou 3-5, 3-4-3 plutôt côté belge. Avec un hasard qui revient bien, là, il était bon sur le dernier match. Est-ce que, voilà, est-ce que tu es rassuré? Du coup, est-ce qu'on est rassuré avant ce match-là, qui sera là, du coup, un match face à un adversaire d'un tout autre calibre quand même? Comment on peut l'appréhender? Je sais pas toi, moi je suis d'avis qu'on s'en fout un peu de la Ligue des Nations. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, mais il faut qu'on fasse semblant d'être intéressé, Christophe. Non, c'est important pour le marketing. Le chat est là pour qu'on soit intéressé et passionné.
C'est même pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est est-ce que la Ligue des Nations est foncièrement plus importante qu'un match de qualification pour la Coupe du Monde? Alors là, tu as une adversité dans le groupe qui est quand même pas incroyable. Il y a une certaine marge au classement qui fait que, bon, maintenant non, mais genre dans l'absolu, il vaut mieux quand même être sûr d'aller à la Coupe du Monde. Tu vois, tu regardes là le classement de l'Espagne, même l'Italie, enfin, il y a quand même quelques pays qui sont pas en danger, mais qui sont un peu moins Mhm. sereins que toi. Donc du coup, rien que le fait d'être a priori déjà quasiment qualifié, c'est presque plus intéressant que de faire une perf à Ligue des Nations. Après, c'est vrai que là, l'adversité permet quand même d'avoir 2 tests grandeur nature, parce que il me semble qu'il y a un match pour la 3e place, si je dis pas de bêtises. Oui, Il me semblerait logique ouais, finalement, à il y partir aura un du moment où match tu pour la 3e mobilises place. Pour ouais, les l'instant, 4 équipes voilà, sur, il y a un seul match programmé pour l'instant. Ouais. sur, donc, voilà, c'est tant qu'à faire, autant que tout le monde joue 2 matchs. Mais je pense qu'en fait, tu peux gagner la Belgique, tu peux gagner face à la Belgique, voire gagner la compétition, mais avoir toujours certains problèmes qui seront un peu au-dessus de ta tête, parce que la Belgique actuelle n'est pas non plus incroyable, où tu te diras, ouais, ok, on a gagné la Ligue des Nations, mais j'ai encore des questions après ça. Donc c'est difficile de voir, de manière générale, truc très personnel, hein, Mhm. le boulot de Didier Deschamps en 2018, franchement, pas grand-chose à redire parce que tu es champion du monde avec une marge qui est à jamais vue, mais c'est extrêmement rare de jamais passer par prolongation de tir au but. Donc sur son boulot, sur la compétition, il n'y a pas grand-chose à dire sur les matchs éliminatoires. Maintenant, depuis, il y a certaines choses qui m'interpellent, notamment sur son supposé légendaire pragmatisme et sur sa déclat d'avant-Euro. Oui, moi je prends des joueurs, c'est pour les mettre à leur poste. Ou Tchouaméni, son premier match, n'est pas vraiment à son poste. Verretou n'est pas à son poste. Alors, encore une fois, c'est les postes qu'il va occuper. Hein. Mhm. Koundé n'est pas à son poste. Griezmann n'est pas à son poste. Donc, j'ai beaucoup de mal à lire vraiment Didier Deschamps, que je pensais à peu près comprendre jusqu'à Mhm. 2018-2019. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas exactement où il veut en venir. Donc du coup, j'attends de voir, mais je ne sais pas où il veut nous emmener. Alors qu'il y a des sélectionneurs, c'est pas intéressant, mais tu sais parfaitement ce qu'ils veulent faire, quoi. Même, Mhm. même Fernando Santos, qui est pas très intéressant, tu sais globalement ce qu'il veut faire. Là, quand il installe Koundé à droite, que c'est pour démontrer quelque chose? Est-ce qu'il pense vraiment en Koundé à droite? Est-ce que Verretou devant la défense, il pense vraiment que Verretou est un joueur qui peut jouer devant la défense? Alors il peut le faire, mais jamais au niveau international. Hein. Verretou, en club, c'est limite un rôle à la Marek Hamšík ou à la Ouais. Vidal. Quand il était au Bayern, c'est un mec qui joue relayeur, qui se projette, qui va marquer des buts en arrivant au deuxième rideau. Et c'est peut-être lui Donc justement c'est le pas mal milieu de de choses comme percussion ça. que certains réclamaient dans le chat aussi, en disant on a peut-être pas de milieu de percussion dans la liste. C'est peut-être lui qui a ce profil-là justement. Peut-être, même si, encore une fois, ça m'embête pour lui. Moi, c'est un joueur que limite, je militais, mais ça me semble intéressant qu'il aille à l'Euro. Là, tu ne le mets pas forcément dans la meilleure disposition pour briller, même s'il peut jouer devant la défense. Hein. Même sa formation nantaise fait qu'il a été amené à relancer proprement, etc. Mais ce qui lui a permis d'être un joueur qui n'est pas à la Fiorentina, mais qui est un taulier de la Roma, c'est de marquer ses buts. À la Je sais pas Lampard, combien, parce qu'il me tire aussi les penalties, mais c'est 6-7 buts par saison, quoi. ouais, quand il se projette en deuxième ligne et qui vient récolter les ballons à l'entrée de la surface notamment. Est-ce que le chat a encore des questions peut-être alors Est-ce que toi, qu'on d'ailleurs, réponds à on la arrive à question quand minuit même 4? sur ce que tu as pensé, les enseignements et tout de cette trêve Bah, internationale non, mais c'est pas ça que c'est comme toi. pour l'équipe de France, qui soit pas ce que j'ai dit. Ouais, non, je suis d'accord avec la remarque sur le fait que on ne sait pas trop où on va. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va encore là où les individualités nous mènent. Et qu'en fait, si les individualités vont bien et qu'on arrive à trouver les bonnes associations le jour J, oui, ça peut donner des très bonnes choses, comme ce soir avec Griezmann, Benzema et Martial. Si, au contraire, ça ne cale pas bien ensemble, comme on a vu contre l'Ukraine avec ce déséquilibre complètement à gauche, ben, tout de suite, on retombe dans les travers où c'est pas désespérant, mais on prend pas beaucoup de plaisir à regarder l'équipe de France. Là, ce soir, il y a eu du plaisir, en plus, dans une belle ambiance à Lyon, même si le temps fort finlandais avait un petit peu éteint l'ambiance. C'était intéressant aussi de retrouver une sorte d'élan positif, alors que ces derniers temps, les discours, les angles de sujet étaient beaucoup sur le doute, sur l'équipe de France qui encaisse le premier but, sur l'équipe de France qui doit vraiment reposer les bases. Là, voilà, peut-être que ça a redonné ainsi un petit peu de confiance et d'élan positif à l'équipe de France dans un contexte où il y a eu 3 matchs en une semaine, où c'était compliqué, je pense, aussi physiquement pour certains joueurs. Il y a eu plusieurs pépins physiques, en plus déjà des équipes forfait. Donc c'est toujours la question aussi, quelle équipe il y aura dans un mois pour affronter la Belgique? Quels profils seront là et est-ce que le retour de certains profils qui étaient absents, un Upamecano par exemple,
ou même un Koundé qui reviendra de suspension, est-ce que ça peut aussi incliner l'animation du jour J? De toute façon, je pense qu'on va voguer vraiment de match en match avec Didier Deschamps. Si le match précédent a bien marché, on va s'appuyer sur ce qui a bien marché pour continuer, jusqu'à ce que ça marche pas et on rechange. D'ailleurs, c'est surprenant de ne pas voir du coup le 4-2-3-1 de l'Ukraine qui avait si bien marché. Donc voilà, ça donnera l'occasion de refaire des points successifs, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de tirer des grands enseignements généraux, au-delà du fait que les trêves internationales sont dans des conditions compliquées. L'équipe de France fait qu'en effet, on ne peut pas vraiment juger sur un plan d'évolution d'un projet de jeu parce que on va avancer parfois, mais en fait le projet va tellement changer d'un match à l'autre qu'on va pas pouvoir juger les mêmes choses de la même manière en tout cas. Donc beaucoup d'interrogations encore, en effet. Une équipe un peu livrée à Une elle-même. interrogation que j'ai pour toi. Oui, dis-moi. Est-ce que tu penses que rôle de... Alors je suis désolé, on parle souvent beaucoup de lui, de ses travers alors qu'il a peu de travers. Mais est-ce que l'arrivée de Messi peut pour toi changer l'approche générale du jeu de Mbappé, certaines combinaisons, je sais pas, les positions qu'il va occuper, une volonté de jouer simple, de... Après, dans tous les cas, c'est parce que tu joues pas parce que tu es avec Messi et que du coup, tu vas peut-être plus facilement lui faire des passes et te mettre en retrait, que tu vas faire pareil si tu te retrouves en sélection avec des gens avec qui tu faisais pas forcément ça avant. Mais c'est une mini question que je me pose et aussi sur son positionnement. En fait, tu vois, s'il est régulièrement numéro 9, par exemple, Ouais. est-ce que du coup, ça peut lui faire passer ce cap pour être l'autre numéro 9 de l'équipe de France, quoi. Ouais, ça pourrait. Après, on a hâte de voir aussi comment ça va s'équilibrer, le trio Neymar, Mbappé, Messi, c'est vrai, dans l'occupation des espaces. Logiquement, on est censé retrouver Mbappé vraiment en bout de chaîne. Il n'est pas censé devoir être très impliqué dans la construction du jeu parce qu'il y a les joueurs pour prendre ça en charge. Il doit pouvoir se régaler ensuite dans les 30 derniers mètres par ses appels, par ses déplacements et par sa percussion vraiment en bout de chaîne, en fin d'action, et pas chercher à venir en faire trop, même si je pense que ça va le démanger de vouloir être aussi impliqué et de venir un petit peu combiner avec Messi et Neymar. En plus, est-ce que vraiment l'adversité qu'opposera la Ligue 1 au PSG forcera à un sérieux complet vraiment dans l'équilibre offensif et à ne pas tomber dans la facilité et dans le côté jeu football plaisir qu'on peut avoir parfois. Ça sera une des questions. Après, en Ligue des Champions, c'est sûr que la problématique sera un peu différente, même si les phases de poule, mais bon, celle-ci est un peu relevée quand même, avec City notamment. Mais ouais, ce sera intéressant de suivre cette évolution-là, parce que typiquement, on peut imaginer un losange avec Messi sous Neymar, enfin, ouais, même pas un losange, mais en tout cas un 4-3-3 avec Neymar et Messi qui se ressentent sous Mbappé, qui doit lui avoir un rôle plus à la Icardi. Ce serait peut-être un peu le gâcher aussi. Ça pose des questions, c'est vrai. Ça, c'est Pochettino qui va devoir le résoudre. Et c'est vrai qu'on peut se demander dans quel état, enfin, quel genre de joueur, quel profil on va retrouver dans un mois pour affronter la Belgique, et qu'est-ce que ça peut conditionner en équipe de France. Je voyais que dans le chat, on se posait la question. Soit en effet, on le met à la place de Martial ce soir, mais on a eu le débat tout à l'heure. Est-ce que c'est si pertinent? Soit on le remet sur un côté. Est-ce qu'on le remet à droite à partir du 4-2-3-1 de l'Ukraine? C'est des problématiques qui ne sont pas résolues et on vogue finalement au gré des individualités. Alors que par exemple, le schéma italien, alors j'ai pas vu les matchs de l'Italie, je crois qu'ils ont eu un peu de mal dernièrement au match nul contre la Bulgarie, mais je crois que le schéma n'a pas bougé. Ils font 0-0 Suisse et un partout Bulgarie. Mais le schéma n'a pas bougé finalement. Qu'est-ce que phrase conne, mais ça gagne largement aux XG, il me semble, les deux. En tout cas, Bulgarie, alors c'est mal défendu sur le coup, mais ils prennent un but sur quasiment la seule occasion adverse, alors qu'ils en ont pas mal de leur côté. Enfin, il n'y a pas forcément d'évolution, de décompression ou rien, c'est juste que ça tourne un peu moins bien sur ces matchs-là. Du coup, le temps qu'on évoquait. La continuité, finalement. Ouais. Et oui, peine au raté contre la Suisse, avec le petit saut de Jorginho qui n'a pas fonctionné. Décidément, ça fait plusieurs. Hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avoir un projet aussi clair à la fois dans le système et dans le rôle de chaque élément du système permet de gagner du temps par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où il n'y a pas beaucoup de temps d'entraînement sur le terrain pour les sélectionneurs avec leur équipe. Là, Didier Deschamps qui se repose beaucoup sur les individualités et qui module beaucoup de choses différemment d'un match à l'autre, forcément, il prend un peu de retard dans ses préparations. Merci à tous de nous avoir suivis. Je prends tellement en otage le truc que c'est moi qui vais dire au revoir, Julien. Oui, mais on sait tous quel mot tout le chat attend pour terminer ça. C'était un plaisir, on espère que ça vous a plu. On essaiera d'en faire d'autres très rapidement et vous tenir au courant un petit peu en amont des matchs que l'on va suivre. Passez une très bonne nuit et suivez-nous un petit peu sur tous les réseaux pour voir un petit peu tout ce qu'on arrive à sortir sur Copa Arena, sur Vue du Banc, sur YouTube, sur le site, sur l'application, peut-être en podcast bientôt, on l'espère. On se retrouve très vite pour un débrief. Ciao! Également.